Cette assise est qualifiée dans le 46e sutra, Sthira Sukham Asanam. Elle est définie et qualifiée. Par relâche de l'effort. Donc vous voyez, et infini samapati. Par relâche de l'effort, vous retrouvez aparigraha. Infini samapati, vous retrouvez la samapati, qu'on a déjà, qui est définie dans le 41e sutra du premier livre, et qui est très clairement exprimée. Et dans le Sthira Sukham Asanam, eh bien, Shtitao, le Shtitao de Sthira, c'est stable. On entend stable, Shtitao. Et quand ça fait Sthira, c'est stable et en même temps, c'est aussi l'idée de se tenir droit. Comme dans la posture Samastiti, toute droite. Sam, la totalité, Shtitao. Donc, vous voyez, cette assise, elle est qualifiée comme étant stable et redressée, et Sukham, ordonnée et en mouvement, selon qu'a le firmament. Ce que tu disais, ce qui tourne rond, c'est ça, hein? Oui. Ce qui tourne bien comme les étoiles tournent bien dans le ciel. Donc elle est qualifiée comme ça. Alors je vous le donne en mille. Ce qui est comme les étoiles dans le ciel relativement à l'être humain, ce sukha, ça va être le mouvement respiratoire. Évidemment. Et c'est la suite de l'enseignement. C'est la section, le 4e anga, pranayama, est relatif à la respiration. Vous voyez que là, comme les choses sont... C'est du mécano, quoi, leur truc. Enfin, c'est de la pensée en arborescence. De la pensée et de la pédagogie en arborescence. Donc le 46e sutra, Sthira Sukham Asanam, par relâche de l'effort et infini samapati. 48e, de là la non-destruction par les dvandva. Les dvandva, c'est les couples d'opposés. Et c'est ce qui définissait les kleshas. Être pris dans les dvandva, c'est être pris dans raga ou dans dvesha. Et donc la conséquence, c'est abhinivesha, l'enfermement dans l'existence, c'est l'ignorance, c'est le fonctionnement égotique programmé, quoi, conditionné, comme on dit. Donc c'est tout ça, c'est ça qui est appelé, c'est les kleshas, qui sont appelés destruction par les dvandva, là. Par relâche, donc, par ce travail des yama, niyama qui aboutit à une assise sthira sukham, et par relâche de l'effort qui a été entrepris, et infini samapati, c'est-à-dire comme un cristal transparent prendre la couleur sur quoi je repose, alors non-destruction par la dualité. Alors dans les kleshas, on vous définit la dualité d'une façon très générale avec le couple d'opposés, raga et dvesha, qui correspondrait à le désir de, ou plutôt la volition de, et la peur. Mais ça vous fait un couple d'opposés, volition, peur. Je veux, j'ai peur.
Mais il y a toute la palette des émotions, elle est construite là-dessus. L'enseignement n'en parle pas, mais regardez comment la colère, par exemple, qui est une émotion célèbre et qui est, moi je trouve un peu trop mal aimée, quoi. Mais en tout cas, regardez comme la colère est une exagération de la peur. Mm. Bon, la peur, c'est pas néfaste par soi-même, ça peut vous sauver la vie. La colère aussi, ça peut vous sauver la vie, puis vous mettre en mouvement, etc. Disons que l'enseignement du yoga ne s'intéresse pas aux émotions. En fait, l'enseignement du yoga s'intéresse assez peu à moi, s'intéresse beaucoup plus au monde. Et donc, bah, s'intéressant au monde, moi sera transformé en épousant le côté dharma du monde, le côté mécanique divine du monde. Loi divine du monde. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes à propos de la psychologie du moi. Alors vous avez des stages de développement personnel, une semaine sur les émotions, là, mais vous voyez bien que ce n'est pas l'ambiance de l'enseignement du yoga. Ça n'empêche pas de le faire, mais ce n'est pas l'ambiance. Et très souvent, personnellement, moi j'ai déjà été une fois dans un stage bouddhiste sur les émotions. C'est franchement n'importe quoi. C'est un truc qui est complètement parti en couille, quoi. À moi, nana, d'un égocentrisme fou. Et c'est ça qui est contre-productif, si vous voulez. C'est pas en se surintéressant à moi, et à moi ressent que, moi trouve ça agréable, moi trouve ça désagréable, vous voyez, et on revient très, très fort, directement, dans l'enfermement dans l'existence, l'ignorance, etc., dans les cléchas en fait. C'est le piège de la psychologie du moi et de toute cette histoire d'émotions, c'est les cléchas. Et tout dans l'enseignement vous porte non pas à vous intéresser à vous-même en tant qu'objet, mais au monde et à la façon d'être en relation au monde. Là, il y a dans le processus de transformation de moi qui se joint yoga à dharma, les lois cosmiques et divines du monde, bah, c'est en allant dans le monde. Bon, c'est facile de dire ça au point où nous en sommes de l'enseignement, où nous avons tellement regardé comment fonctionnaient les 25 tattvas, justement comment l'intelligence, l'ego, ahamkara, le mental, nos organes d'action, nos organes d'essence, comment tout cela joue avec la matière du corps. Bon, on a tellement bossé que, arrivé là, bah, c'est bien de se dégager de toute tentative égoïste. Vous voyez, égoïste dans le sens faire une idéologie en isme avec l'ego. Ça n'a pas de sens. Mais évidemment, nous nous sommes beaucoup intéressés à ce dont nous sommes faits. Et d'une façon très basique. Et les 25 tattvas, c'est pas les 200 émotions. C'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus radical. Pas dans le sens extrémiste, quoique, pourquoi pas, mais en tout cas radical dans le sens de racine. Donc voilà pour cette assise. Alors, bon, oui, alors c'est pas tout à fait fini parce que on est obligé de parler de la traduction de asana en posture, mais exactement comme dans la langue française, assise et posture ce sont des quasi synonymes. Et donc dans une pratique corporelle de Hatha Yoga, eh ben, il y a une logique à vous occuper de ce
stira sukham, par relâche de l'effort, et infini samapati, prendre la couleur de ce sur quoi je repose, se laisser colorer sans se laisser déformer par ce qui advient en tant que rencontre. Rencontre d'un être, d'une situation, rencontre du monde. Bon, eh bien, voyez par vous-même comment l'exploration de formes du corps est une bonne idée, en fait, pédagogiquement, pour approcher ce que c'est que de se transformer au contact des êtres et du monde. Comment c'est une bonne idée en tant qu'introduction, de s'habituer, alors vraiment de se changer de forme. Vous voyez, la transformation, c'est complètement en lien avec le fait de changer de forme corporellement. Et surtout, si vous pratiquez des changements de forme corporelle dans une pratique corporelle de Hatha Yoga, en lien avec ce pranayama qui va faire le sukha, qui va faire le mouvement. La maîtrise des mouvements respiratoires devrait être le leitmotiv d'une pratique corporelle de yoga. Alors, il y a le résultat, la forme, mais le moyen, c'est la maîtrise des mouvements respiratoires. Clair. Et ça, il ne suffit pas de le dire. Techniquement, pédagogiquement, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à découvrir et à vraiment travailler, mais super sérieusement, afin que cette gymnastique devienne une gymnastique des souffles, de la maîtrise des souffles. Alors, vraiment, il y a un truc à faire. Une gymnastique des souffles dans des formes multiples du corps qui se résorberont. Tout ce travail multiple et complexe se résorbe dans asana, au final, dans l'assise. Et donc ce travail de transformation qui a été entrepris corporellement, assis, va se poursuivre. Assis, en silence, mais certainement pas dans l'immobilité, je précise tout de suite. L'assise, c'est quelque chose qui est en mouvement. Parce qu'une immobilité serait morbide, et ça, il suffit d'essayer pour s'en rendre compte. Une assise sans mouvement, c'est morbide. Psychiquement, c'est difficile, physiquement, c'est douloureux. Il faut qu'il y ait du mouvement. Et ce mouvement, si vous l'avez bien découvert et travaillé dans une gymnastique, il vous apparaîtra dans toutes ses dimensions assis. Le mouvement respiratoire, mais pas que. C'est-à-dire que par la respiration, c'est toutes les cellules du corps qui sont mises en activité, c'est l'être entier qui est mis en activité, alors que, vu d'une caméra de surveillance, vous avez l'air assis. C'est pas du tout ce qui se passe en vérité. Vous savez, on voit ce qui se passe quand vous avez devant vous quelques personnes, enfin vous voyez, peut-être une vingtaine de personnes assises, vous voyez parfaitement ce qui se passe. Vous voyez parfaitement l'état d'être et l'état d'esprit de chaque personne. Parce que c'est exprimé corporellement et on ne peut pas mentir. On voit vraiment très bien, c'est très sympa. Et donc par miroir, en regardant comment, ça je parle de mon expérience, moi j'ai beaucoup eu l'occasion de regarder les gens méditer, et ça m'a beaucoup appris par miroir sur mes propres comportements, qui sont forcément plus ou moins les mêmes que les comportements des autres. C'est pour ça que la pratique de la méditation,
un exercice intime du quotidien et seul, mais ça s'apprend en groupe, carrément. C'est trop riche en groupe, sans parler de tous les échanges qu'on peut avoir, quoi. Tout l'enseignement qui est donné à cette occasion. Tout l'enseignement que nous voyons là est donné exactement de la même façon, mais que je trouve beaucoup plus judicieuse encore à propos de notre expérience commune de l'assise. Et si on se retrouvait pour une dizaine de jours à pratiquer ensemble dans un stage, seulement l'assise, c'est l'occasion de redonner l'enseignement, le même, mais à travers un aspect pratique, quoi. Et vous vivez le truc, et ça questionne, et l'enseignement se déroule tout seul. Et vous voyez, dans ces 3 sutras sur asana, on est vraiment au centre. On est au centre des 194 sutras des Yoga Sutras. Ils ont posé ce truc-là au milieu. Et c'est aussi le milieu de l'Ashtanga. Avec pranayama. Pranayama, c'est simple. On a déjà tout dit. Cela étant le 49e sutra, la séparation du mouvement de l'inspire et de l'expire est pranayama. Oh mince! Moi qui ne voulais dorénavant ne plus être que dans l'unité, là, comme définition de ce qui tourne bien du pranayama, il commence par vous parler de séparation de l'inspire et de l'expire, et ça pour moi c'est la meilleure indication qui est donnée pour comment pratiquer corporellement. Que vous soyez assis ou dans les pires postures de Hatha Yoga, c'est le sutra clé. Séparer l'inspire de l'expire, c'est-à-dire vous glisser dans des formes complexes en inspirant comme ceci, expirant comme cela, réinspirant comme ceci et changeant de forme, que ce soit assis ou en mouvement dans des postures. Hein. Ça ne change rien, l'intelligence reste la même, c'est que chacun de vos gestes est un geste respiratoire. Mais même au niveau de la pensée aussi. Comme vous allez prendre une posture en inspirant dans le poumon gauche, et donc en provoquant une expansion de ce côté-là, et ça va vous faire tourner par exemple, eh bien, de la même façon, assis, dans votre engagement psychique avec, entre guillemets, vos pensées, c'est la même chose. Et dans la vie, encore la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'il vous arrive quelque chose, plutôt que de bloquer la respiration, vous voyez, l'enseignement de yoga vous aura appris à accompagner les mouvements de ce qui advient par des mouvements respiratoires. Et donc, au lieu de vous figer dans une sorte de peur de ce qui arrive, il y a une façon d'être avec ce qui advient. Et ça, par le mouvement respiratoire. Ça, vous le voyez. On s'en rend compte. C'est une question de pratique. Des questions de pratique. Et c'est cela qui est nommé séparation de l'inspire et de l'expire. Première étape. Les 2 premières étapes. Donc il y a inspire, expire, ça fait 2 étapes. Vritti. Ah bon? Vritti extérieur, intérieur est stable. Selon le lieu, le temps, le nombre, elle est considérée longue et subtile. La vritti. Donc ça vous fait un troisième aspect qui va consister, vous êtes toujours dans une pratique corporelle de Hatha Yoga ou dans l'assise ou dans la vie, c'est d'allonger ces mouvements. Une fois que les mouvements sont séparés,
Vous les allongez vers l'infini. N'oubliez pas que asana pranayama, ça va ensemble. Pranayama, c'est comment s'asseoir. C'est la clé de l'assise pour qu'elle soit stira et sukham. Donc ça vous fait une troisième étape où par allongement des mouvements, quelque chose, ça je vous le dis d'expérience, quelque chose de circulaire, vritti, se met en place. Ça, vous l'expérimentez, bien sûr. Au début, dans la phase de contrôle, vous faites un peu les shadoks. Vous voyez, je pompe, quoi. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et par allongement de ces mouvements respiratoires, il y a quelque chose de cyclique, de vritti qui se met en place. C'est la troisième étape du pranayama. Et quatrième, comme dans la Mandukya Upanishad, le quatrième, c'est la dimension digite de la chose. Une quatrième, le 51e sutra, dépasse la sphère de l'extérieur et de l'intérieur, alors est détruit ce qui cache la lumière, et le mental a capacité pour dharana. Mais et détruit ce qui cache la lumière, c'est samadhi. Et si c'est détruit pour toujours, c'est même kaivalya. Mais je pense que là ce qu'on voit, vous voyez, c'est tout simple, tout bête. C'est les vraies clés pour les pratiques. C'est-à-dire que tout le reste est important aussi dans les pratiques, mais c'est secondaire. Ça, c'est la racine. Il faut explorer ces dimensions-là au prétexte d'une pratique corporelle. On ne peut pas passer à côté et surtout pas faire de contre-jeu, de contraire, quoi. Une pratique où on vous demanderait de bloquer votre respiration, bon, pourquoi pas, hein, faire le contraire, ça peut toujours être utile aussi. Mais le but, c'est que cette respiration soit allongée et mise en forme de cycle. Mais c'est tellement utile dans l'existence. Alors, vous me direz, et si on fait de l'apnée sous-marine? Vous voyez qu'il y a un truc qui a l'air d'échapper, qui a l'air de ne pas être conforme. Non, ce serait une bonne idée de faire de l'apnée sous-marine. Vous allez travailler très bien les choses en faisant de l'apnée sous-marine. Et pourtant, ça a l'air d'être pas cachère. En fait, si vous réfléchissez bien, et surtout si vous expérimentez un peu l'apnée sous-marine, vous allez voir qu'en fait, si, c'est très cachère. Je m'excuse pour le cachère, mais halal, on va dire. Conforme à l'enseignement. Ou brahmacharyan. Vous voyez, pour être dans notre vocabulaire. Vous faites un anglicisme avec brahmacharya, donc la chose est brahmacharyan. C'est ça que ça veut dire kasher ou halal. Les catholiques, je ne sais pas comment ils disent. On dit catholique. On dit c'est catholique. Oui. Mais tous ces mots sont équivalents, quoi. Alors évidemment, être halal, kasher, brahmacharyan ou catholique, c'est pas être conforme à un dogme, c'est être conforme à la parole divine. On est bien d'accord.
Bon, alors tout ce que nous avons évoqué ne serait pas possible sans pratyahara. C'est pas possible. Rien de ce que nous avons évoqué n'est possible sans pratyahara. Et c'est bien de l'évoquer. Vous voyez, en termes de chronologie, c'est bizarre. Pratyahara. On le pose en 5e place, mais c'était déjà là, à l'insu de notre plein gré, ou alors la chose de asana pranayama n'aurait pas été possible. En l'absence d'union à leur propre objet, comme une ressemblance à la vraie nature de Chitta est pratyahara. Alors, le retrait des sens. C'est alors la suprême souveraineté sur les sens. Il y a besoin d'une suprême souveraineté sur les sens afin de ne plus être possédé par ce que nous désirons posséder. C'est-à-dire que l'engagement de moi au travers de l'organe mental et des sens. Vous voyez, moi s'engage dans l'organe mental s'engage dans les sens pour saisir les objets du monde ou pas. C'est-à-dire ne pas saisir les objets du monde, c'est être à l'écoute du monde. Et la suprême souveraineté sur les sens, c'est une faculté à s'engager dans l'écoute et non pas dans saisir. Dans le aparigraha, le 5e yama, c'est déjà cette qualité qui est sous-entendue, qui est exprimée. Ben là, elle est réexprimée parce que sans cela, il n'y aura pas de pranayama possible, pas d'assise possible. Pas d'assise qui aboutissent à samadhi. Donc on vous remet la véritable nature de Chitta, qui est du 3e sutra du 1er livre. Et comme une ressemblance. C'est-à-dire qu'on vous prévient aussi, on vous donne, c'est une sorte de rappel en fait, mais on vous prévient aussi que le retrait des sens, ce n'est pas samadhi. Mais ça commence à y ressembler comme une ressemblance. Et le livre 2 s'arrête comme ça. En plein milieu de notre Ashtanga, boum, c'est la fin du livre 2. Oh, c'est bizarre. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont du mal... ils ont mal foutu le truc, en fait. Alors, c'est bien sûr à dessein et pour nous questionner. Mais vous voyez, il y a quelque chose... Quand je me moquais, je ne sais plus quel jour, en vous disant « Attention, l'Ashtanga, ce n'est pas la marelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wouhou, le ciel !» Je disais ça en rigolant l'autre jour, mais vous voyez à quel point c'est vrai. C'est que les choses ne... Oui, il y a une progressivité de 1 à 8, bien sûr, on ne va pas dire le contraire, mais ce n'est pas un truc linéaire. Vous avez déjà vu que yama niyama font l'assise, mais que c'est dans l'assise que se travaille le mieux la question de la naissance, la question de la place dans le monde. Donc yama et niyama. Mais vous voyez que cette assise n'est pas une assise sans cela.
mais que cette assise n'est pas une assise sans pranayama, et que cela n'est pas sans pratyahara, eh bien, samadhi n'est pas sans dharana, dhyana, les deux qui font partie du troisième livre. En fait, au début du troisième livre, ce que j'entends, c'est que cela étant tout ce que nous venons de découvrir, c'est résumé pour celui qui a vu, c'est-à-dire nous normalement. Pour celui qui a vu comment ça marche, alors au début du troisième livre, on va vous résumer maintenant dans les 3 derniers angas. Ça donne premier sutra du troisième livre. Alors, un petit mot sur Vibhuti. Vibhuti, c'est les réalisations. Et ce troisième livre, c'est la question de qu'est-ce qu'on en fait de cette pratique aboutie de yoga. Pourquoi faire? C'est ce qui va être étudié. Donc le premier sutra qui est le 6e anga, dharana. Le lien à un espace est pour citta, dharana. Un mot que j'évite toujours de traduire, parce que la traduction par concentration fait une fausse piste. Une fausse piste que vous avez sous les yeux. Vous voyez bien qu'en français, se concentrer, il y a un côté focus. Il y a un côté où l'organe mental est justement pris comme preneur. Je m'investis, j'investis le moi dans l'organe mental et l'organe mental ainsi investi dans l'œil pour attraper, ça fait une concentration. Et vous avez déjà senti que nous on cherche l'écoute. Alors, la définition de dharana, qui est sous vos yeux là, le lien à un espace, mais vous voyez bien que ce n'est pas une concentration, c'est autre chose, qui s'appelle dharana. C'est simple. Donc, dharana ne se traduit pas, ou en tout cas je n'ai pas encore eu d'idée pour traduire, parce que ce qui a lieu véritablement, c'est le lien à un espace. Deuxième sutra. Là, l'attention continue à l'objet de connaissance est dhyana. Donc il y a un espace et il y a un objet de connaissance dans cet espace, dirait-on. Et il est question d'un lien continu, le temps. En fait, il est question que dharana ait une durée. Donc un dharana avec une durée et un objet, ça fait dhyana, intraduisible. On traduit souvent par méditation, mais ça ne va pas. Ce n'est pas aidant. Il faut trouver des mots et des explications qui soient aidantes sur un plan pratique. Le troisième sutra, celle-ci, donc cette dhyana, dans la manifestation du seul objet, comme vide de sa propre forme, est samadhi. Et le mode d'être de samadhi, vous le connaissez, c'est la samapati. Donc si vous vous laissez colorer par l'objet, avec une durée,
Il n'y a plus d'objet. Vous êtes coloré, vous êtes avec. Et être avec, c'est samadhi. Bon, le mot objet, c'est pas super. Parce que, pour ça, je fais toujours attention de vous dire les êtres, les événements, le monde. Parce que, en réalité, c'est comme ça. Bon, ben voilà, vous voyez, et réorganisé de façon très cash, claire, l'enseignement dans son ensemble. C'est pas terminé. Et là, c'est pour moi, que la première fois que j'ai découvert Yoga Sutra, là j'étais ébahi. Le 4e sutra dit la triade ensemble, c'est Samyama. Ça nous fait un 9e anga en fait. Samyama, totale maîtrise, la pleine maîtrise, c'est la pratique de Dharana Dhyana Samadhi. Alors, et moi, on m'avait dit dans tous les cours de yoga où j'avais été, Samadhi, c'est les grands sages, les grands saints, toi tu peux pas comprendre, vous voyez. Mais en fait, c'est pas comme ça que c'est présenté. C'est présenté comme Samadhi, c'est être avec les. C'est un instant de pleine présence à quelque chose qu'on connaît très bien. Et cet instant se referme. Mais si vous mettez en pratique Dharana Dhyana Samadhi, eh bien ça c'est nommé pleine maîtrise, Samyama. Mince alors. En fait, vous voyez, on arrive au bout de l'Ashtanga, donc au bout d'un enseignement, et en fait c'est le début d'une pratique. En fait, il y a une pratique que là, j'ose appeler la pratique de méditation. Méditer en français, ça veut dire prendre soin, comme médecine. Prendre soin, médecine, méditer. Donc là la traduction est bien pour Samyama. De sa conquête, la lumière de Prajna. Son application est par étapes. La triade est un membre plus intérieur que les précédents. Plus vers... pas vers le moi, hein, plus vers Atman. Mais elle est un membre extérieur à Nirbija Samadhi. Et c'est à ce moment-là que je pense que c'est bien d'arrêter pour aujourd'hui, parce que l'Ashtanga se termine comme ça. Il ne se termine pas, au contraire, ça réouvre. Il y a une pratique, la pratique de yoga pour de bon cette fois. La pratique de la triade, Dharana Dhyana Samadhi, qui passe par l'assise, pranayama, le retrait des sens, évidemment, sinon rien n'est possible, et les questions existentielles de l'être. Sinon rien n'est possible non plus. Donc il va y avoir un jeu de transformation. Donc la prochaine fois, on va étudier les transformations, les parinamas, parce que cette mise en pratique de l'enseignement permet les transformations. Et vous vous engagez dans l'action. L'action est toujours transformatrice, mais en étant vraiment
curieux. Et c'est cette curiosité, ce désir de connaître. Ben, s'engager dans l'action avec un sincère désir, peut-être naïf aussi, désir de connaître, ah ben, ça va provoquer de la transformation beaucoup plus que de la réitération. Vous voyez, et la question de l'enseignement de yoga, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est de passer d'un système de réitération de ce qui est déjà moi à un système de transformation. Et la clé, bah, une sincère, pleine et entière curiosité finalement. Pour le monde, hein, pour la rencontre, les êtres, les événements, le monde.